contraintes. Donc on va maintenant passer à la présentation des premiers résultats de l'étude qui a été menée par l'équipe de chercheurs qui suit ce programme, qui est associée à ce programme. C'est Pascal Auquier, professeur de santé publique à l'Université de Méditerranée, l'Université d'Aix-Marseille, qui va nous présenter. Alors je ne sais pas si Vincent Girard et Christian Laval sont avec vous. Peut-être on va leur demander de nous rejoindre. Vincent Girard qui est psychiatre, qui est coordinateur du volet quantitatif du programme de recherche, et Christian Laval qui est sociologue, qui est lui coordinateur du volet qualitatif, et qui sont tous les deux au laboratoire de recherche en santé publique de l'Université d'Aix-Marseille. Pascal Auquier. Merci beaucoup de m'accueillir dans ce lieu prestigieux. En fait, puisque j'entends depuis le début que vous voulez absolument avoir des résultats, j'ai donc une vraie joie à vous les présenter, puisque ça fait depuis un bon moment qu'on les attend. Voilà, donc c'est des résultats qui donc rapportent à 12 mois, en fait, les résultats en fait de ce projet qui est donc une étude qui compare en fait deux stratégies de prise en charge chez des patients qui sont malheureusement sans domicile et qui souffrent de pathologies mentales sévères. Vincent, s'il te plaît, la suivante. Non, ça c'est toujours la même. Oh là, suivante, c'est avec un gros machin. Il faut que tu le mettes en mode diaporama. Ça, c'est les psychiatres, c'est terrible. C'est mes coordonnateurs, je suis aidé. Et alors, le qualitativiste, lui, il fait l'imbécile, lui. Merci. Très rapidement, c'est juste pour remettre en situation, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que beaucoup d'entre vous sachiez. On part d'un constat d'une prévalence bien évidemment élevée de troubles psychiatriques sévères chez des personnes qui sont sans chez soi. Je rapporte pas des chiffres. Il y a finalement deux modèles de lutte qui sont proposés dans la prise en charge des gens qui sont sans abri. D'une part, finalement, de l'accès par étape à un logement, mais qui est conditionné à une prise de traitement, et finalement qui a un modèle assez historique qui s'appelle finalement d'abord se traiter, et puis finalement il y aurait une contre-proposition où on pourrait accéder directement à un logement sans condition de traitement. Et un rapport est fait en fait au ministère, et sur cette base-là, la DGS a pour mission finalement de mettre en place une étude expérimentale autour de ce programme concernant 4 sites en France: Marseille, Lille, Toulouse dans un premier temps et Paris dans un second. Alors, les objectifs qu'on se fixe et qui vont aussi permettre de comprendre un petit peu sur quoi on va centrer les résultats. L'objectif principal, fondamentalement, du projet, parce qu'il faut toujours en avoir, en fait, essayer de hiérarchiser les objectifs. Le premier projet était finalement, le premier objectif était un petit peu de démontrer ou essayer de montrer si, en fait, ce dispositif était susceptible de diminuer le nombre de recours à l'hôpital et le nombre de jours passés en hospitalisation, dont on comprend bien derrière aussi qu'il impacte lourdement dans les finances de l'assurance maladie. Il y avait des objectifs, d'autres objectifs qui sont poursuivis, des objectifs qu'on appelle très quantitatifs, c'est-à-dire premièrement sanitaires, qu'on comprend assez aisément, c'est-à-dire l'amélioration de la santé mentale, de la santé physique, un focus qui pour nous était très important, notamment dans la perception que les gens peuvent avoir de leur propre état de santé, c'est-à-dire de leur qualité de vie. Il y avait des objectifs qui étaient orientés aussi sur le retour finalement à un contexte social qui soit plus structurant, c'est-à-dire retrouver son support social, se rétablir, qui est un objectif fort du projet. Bien évidemment, l'accès au logement, des objectifs de coût que je ne vais pas rapporter là, mais il y avait aussi un volet qui était plus qualitatif, piloté par Christian Laval, qui est présent, sur les possibilités d'essaimage du projet, sur les dynamiques qu'il y avait en jeu dans les sites, ce qui pouvait s'y passer. La suivante, Vincent, s'il te plaît. Donc, on met en place en fait un projet, c'est pour les gens qui vraiment enfin là,
bien comprendre en fait qu'il y a à un moment donné deux populations qui vont être comparées de façon expérimentale. D'un côté, finalement, des gens qui vont bénéficier finalement des services habituels tels qu'ils existent et tels qu'ils ont toujours existé, qu'ils existent encore, et parallèlement une proposition de rentrer dans un système qui est double, à la fois d'accéder à un logement avec un accompagnement sur les soins très orienté sur le rétablissement, qui explique que le critère de rétablissement soit un objectif fort en fait du projet. 4 sites, Marseille, Toulouse, Lille, 200 sujets prévus dans chacun des sites, Paris qui arrive dans un second temps mais qui était programmé avec 120 sujets et des patients suivis bien évidemment au tout début à M0, le mois 0, puis à 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois. Alors, on va recueillir un certain nombre d'informations, on s'en fout un peu, Vincent, mais qui reprend en fait les grands. Non, on s'en fout pas parce qu'en pratique c'est compliqué, ceci mis à part. Non, mais on s'en fout, ça veut dire qu'on passe quand même. Vincent, appuie sur le bouton, appuie, tourne. Juste 2 éléments, en fait 2-3 éléments pour comprendre un petit peu aussi le contexte général de la mise en place. Finalement, le contact en fait initial autour de la mise en place du projet d'évaluation se fait par un contact par le biais de Vincent auprès de l'équipe. Donc il fallait être un peu fou pour l'accepter, mais j'aurais été complètement con de pas l'accepter non plus. Je m'excuse d'être trivial. Ce qui permet en fait finalement de mettre en œuvre en fait et d'écrire un projet, d'y trouver des compléments de financement et il faut des autorisations en France aussi pour faire des études, voilà, et d'obtenir finalement en l'espace de 9 mois l'autorisation de commencer un projet, une autorisation qu'on a le 28 juillet 2011 et les premières inclusions ont lieu à Marseille en août 2011, en septembre 2011 à Lille, en novembre 2011 à Toulouse et on l'a compris, Paris débute avec 1 an de décalage qui était programmé en septembre 2012. Il y a pour des raisons financières à un moment un petit flottement dans le recrutement et la dernière inclusion dans le projet date d'avril 2014, donc le dernier patient inclus dans le projet d'évaluation date d'avril 2014, donc ce qui est récent. Alors, dans les résultats préliminaires, en simplifiant, il y a en pratique 705 personnes qui ont été incluses dans le projet, ce qui au-dessus n'est pas fondamentalement passionnant, réparties en 2 bras, de façon tout à fait aléatoire, au hasard. 352 vont bénéficier en fait du projet, du programme chez soi, 352 sont dans un cadre d'offres habituelles. Il y a un élément qu'il faut noter tout de suite, c'est que dans les gens qui vont bénéficier en fait du programme, ce que beaucoup d'acteurs de terrain connaissent, c'est que dans les faits, sur les 353 qui bénéficient finalement de l'accès au logement, seuls 324 qui en bénéficient dans un délai qui est extrêmement bref, mais il faut aussi noter qu'il y en a 29 qui ne l'auront pas dans l'immédiat, dont 15 sujets qui vont bénéficier du logement au-delà du 6e mois après leur inclusion, donc qui sont très à distance en fait du projet. Le deuxième élément, qui est indicatif, voilà, on avait dit qu'il y avait 200 sujets qui étaient prévus partout, 120 à Paris, finalement Marseille fait ses 200, Toulouse fait ses 200, Lille fait quasiment ses 200, 185, et Paris fait ses 120. Ça paraît trivial comme information. Dans les faits, aller dans la rue, randomiser des patients et les inclure, je ne suis pas sûr que tout le monde aurait parié que c'était possible dans le laps de temps qui était convenu. Voilà. Alors ils sont randomisés de façon équilibrée dans les 2 bras, il n'y a pas de souci. La deuxième chose qui est probablement intéressante, c'est de dire c'est très beau ce truc-là, mais ils vont tous disparaître de toute façon. Alors ils vont tous disparaître, oui et non. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme information en pratique sur finalement ces 700 et quelques sujets qui ont été inclus? Alors, bien évidemment, on les revoit au 6e mois, au 12e mois, au 18e mois et au 24e mois. Premièrement, la première chose qui est sûre, c'est que au 6e, au 12e et au 18e mois, on n'est jamais sûr, en fait, que quelqu'un que l'on ne voit pas, on ne le reverra pas 6 mois après. Donc, en fait, on a des informations qui sont partielles, en fait, au 6e, au 12e et au 18e mois, de perdu de vue éventuellement temporaire. Donc on se promène avec des chiffres aux alentours de 21, 20, 26% sur ces différents temps. Et
un recul à 24 mois, donc là où les choses sont réellement établies. Pour les gens qui auraient atteint ces 2 ans de recul, en fait, la réalité en fait, des perdus de vue est aujourd'hui de 14%. Je pense que là encore, très sincèrement, personne n'aurait parié au début du projet qu'à 24 mois, il y ait seulement, alors c'est beaucoup et pas beaucoup, seulement 14% des gens qui soient perdus de vue dans le projet. Alors, inévitablement, bien évidemment, ils sont répartis de façon inéquitable entre les 2 bras. C'est-à-dire qu'il y a 20 perdus de vue à 24 mois dans le bras offre habituel. Bien évidemment, on ne leur offre, j'allais dire rien, si on leur offre l'offre habituelle. Et il n'y en a que 9 dans le bras qui sont logés, effectivement. Il y en a aussi 9 qui sont dans le bras qui sont logés. Il n'y en a seulement que 9, mais aussi 9. Là, alors on peut très rapidement regarder aussi pour information en fait ce que ça peut contenir. Donc dans des gens qui sont des perdus de vue définitifs, quelle pourrait être la raison finalement de quelqu'un qui est perdu de vue définitif? Alors finalement les 2 grandes raisons pour qu'à 6 mois, à 12 mois, les gens soient perdus de vue définitif, c'est soit que clairement ils aient retiré leur consentement, ce qui est un dispositif légal, voilà, c'est la loi, ce sont des règles éthiques minimum, et on voit très bien à 6 mois qu'il y a un vrai déséquilibre entre les 2 bras et qui est inévitable, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui vont retirer leur consentement à participer au projet dans le bras offre habituel que dans le bras un chez soi, c'est assez naturel. Il n'est pas si important que ça. Et puis, la deuxième raison pour laquelle les gens sont perdus de vue, enfin ils sont perdus de vue, ils ne sont pas vraiment perdus de vue, c'est qu'ils décèdent. Quand on regarde à 12 mois, il y a 18 décès au total. Ça doit d'abord rappeler que c'est une population qui paye un lourd tribut. On verra après les moyennes d'âge à l'inclusion qui ont été rappelées vaguement tout à l'heure, non, très précisément tout à l'heure, pardon. Voilà, il y a aujourd'hui un déséquilibre en fait de nombre de décès entre les 2 groupes. On parle de 11 décès contre 7 décès. Quelle est la valeur de ce déséquilibre? Aujourd'hui, c'est très difficile de se prononcer. Il faut aussi intégrer que aujourd'hui, on a plus d'informations nécessairement sur des gens qui seraient décédés dans le bras un chez soi que dans le bras offre habituel, qui sont des gens qui sont, vous le verrez d'ailleurs après, dont la majorité est toujours en train d'errer entre différents dispositifs, et donc qu'il est compliqué de suivre. Ça c'est pour la discussion, on s'en fout. La dernière chose qui est importante, puisqu'on va présenter des résultats en fait après, finalement, qu'est-ce qui se passe finalement quand les gens ont atteint 1 an de suivi? Il y a inévitablement des gens qui ne répondent pas, qui sont des perdus de vue qu'on a vu tout à l'heure temporaires, qui peut-être on va retrouver plus tard. Voilà. Donc la question c'est de dire vous allez nous présenter des résultats, mais si ça se trouve les gens qui répondent pas, ils sont très différents des gens qui répondent. Alors quand on regarde fondamentalement sur des choses un peu lourdes, entre des gens qui vont répondre et pas répondre au 12e mois, il n'y a pas de différence finalement dans la forme de la maladie, donc c'est équitable. Il n'y a pas de différence en fait sur les antériorités de nombre d'hospitalisations à l'inclusion, les durées, la qualité de vie qu'avaient les individus à l'inclusion, dans l'histoire d'itinérance absolue. Donc finalement ces 2 groupes sont relativement comparables et les résultats qui sortent au 12e mois, qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions, sont assez peu entachés aujourd'hui en fait des perdus de vue qui sont, on en a 20% qui existent, qui sont une réalité. Il y a par contre une différence qui existe, il y a plus de gens non répondants qui sont de sexe masculin, voilà, c'est un fait. Et la deuxième chose, bien évidemment, mais on l'a vu préalablement, plus de perdus de vue dans le bras offre habituel que dans le bras logé. Alors, pour présenter des résultats M12, là, le truc, enfin, je veux bien montrer des résultats M12, mais encore faudrait-il être sûr que, au départ, les gens se ressemblent, que les enquêteurs ou que les équipes qui adressaient, les enquêteurs finalement soient pas mis à pleurer en disant ah mais je vais quand même le mettre dans le bras machin, etc. Et donc qu'on crée des déséquilibres entre les groupes. Alors, on va regarder ces différents groupes sur des grandes caractéristiques, les caractéristiques sociodémographiques, sur l'histoire du sans-abrisme, sur des éléments cliniques et sur les critères de jugement qui nous semblaient importants. La diapo suivante, s'il te plaît, Vincent.
Donc, le premier résultat, quand on essaye de regarder en fait ce qui se... Bon, le sexe, c'est quelque chose qu'on a vu tout à l'heure. Grosso modo, c'est 82% ou 83% de sexe masculin. Pas de grosse différence entre les hommes et les femmes à l'inclusion. De la même façon, on est sur une population qui a 38 ans ou 39 ans en moyenne d'âge. Voilà, répartis... Non, Vincent. Répartis de façon équitable entre les deux bras, il n'y a pas là non plus de gros soucis. De façon anecdotique, on voit que la population parisienne, effectivement, est probablement plus âgée dans le recrutement, qui tient à l'histoire de la ville, donc il n'y a pas de gros gags là-dessus. Tu peux y aller. Autre information très générale, voilà, le gros de la population qui est incluse, c'est une population qui est de nationalité française, voilà, à 80%, sans différence entre les deux bras, majoritairement célibataire, sans différence entre les deux bras. On l'a vu tout à l'heure, plus de 35% ont au moins un enfant, c'est-à-dire qu'il y a une famille quand même constituée autour, et le niveau d'études, il n'y a pas de grosse différence entre les deux bras, et j'apprendrai rien aux gens qui travaillent sur le terrain. Voilà, le niveau moyen, c'est aux alentours du niveau CAP, BEP, sans différence de répartition entre les deux bras. Donc ce qui est plutôt rassurant sur les conclusions qu'on pourrait avoir après. La suivante. Dernier élément un petit peu général, c'est l'histoire en fait d'itinérance absolue, c'est-à-dire le pourcentage de gens qui étaient en situation d'itinérance absolue. Il suffit de voir la première les deux premières colonnes. Il n'y a pas de différence majeure entre le bras chez soi et le bras off habituel sur le pourcentage de sujets en situation d'itinérance absolue. Il n'y a pas de différence d'ailleurs dans les villes parallèlement. Les deuxièmes éléments qui sont, alors c'est un petit peu chargé, il y a beaucoup de données, hein. Le deuxième élément qui est important à l'inclusion, c'est de se dire bon ben puisque ce que l'on va comparer après, c'est aussi la capacité en fait à être logé, ben qu'est-ce qui se passe antérieurement? Alors il y a deux indicateurs sur lesquels on peut travailler. Il y a le temps total qui aurait été passé en fait sans chez soi, c'est pas facile à dire, en mois, voilà. Donc on voit très bien en fait que à l'inclusion, le temps total passé sans abri particulier, il est en moyenne de 103 mois dans les mois dans l'histoire de vie qui précède, voilà, sans différence finalement entre les deux bras. Et on peut donner un deuxième indicateur, c'est-à-dire le temps total qui est passé vraiment dans la rue, c'est-à-dire que on peut ne pas avoir chez soi, mais ne pas être nécessairement dans la rue. Et là aussi, on voit pas de grosse différence entre les deux bras, avec en moyenne 54 mois, ce qui est quand même énorme, quoi, en pratique. Ce qui est représenté graphiquement en dessous. L'intérêt du graphique est surtout de surligner en fait la situation très particulière de la ville de Paris, voilà, dans lequel, ben, effectivement, qui témoigne en fait de la difficulté à accéder à quelque chose et qui témoigne aussi probablement, parallèlement, de la difficulté à les loger. Et donc, on tourne un petit peu en rond. La suivante, dernière information très généraliste sur le côté plus social, voilà, c'est une population, il ne se passe pas grand-chose en fait à l'inclusion. C'est à la fois une information qui est utile sur les violences qui sont ressenties par cette population avec un descriptif, mais qui montre bien, donc on voit bien que les violences sont multiples pour cette population, sans qu'il n'y ait réellement de différence entre les deux bras qui vont être constitués lorsque l'on inclut les patients, c'est-à-dire que l'antériorité finalement des coups, des vols, etc. est la même dans les deux populations, et bien évidemment c'est une population dans laquelle la violence est omniprésente, et on retrouve, il y a un autre indicateur aussi qui peut témoigner de ça, qui sont l'histoire d'incarcération. On retrouve 21% de la population incarcérée dans le bras un chez soi, 24% dans l'autre bras. Il n'y a pas de grosse différence et il n'y a pas de problème majeur dans les sites. Le suivant. Deuxième chose importante, on dit parallèlement, donc j'ai rassuré éventuellement des acteurs sociaux, il faudrait que je rassure aussi des acteurs plus médicaux. Fondamentalement, on inclut et volontairement Pascal parlait tout à l'heure des patients de haut grade, enfin grosso modo on a inclus des patients schizophrènes ou des patients bipolaires, voilà, c'est les deux diagnostics possibles. On a volontairement été dans ces deux champs qui étaient les plus compliqués, voilà. Il y a 68% de schizophrènes dans le bras ou 69 dans un bras, presque 70 dans l'autre, il n'y a pas de différence. Et quand on regarde en fait la sévérité cotée par les médecins
de la pathologie, majoritairement, on voit tous qu'ils sont tous dans les deux bras, majoritairement cotés comme des gens manifestement malades, et donc ils sont plutôt des gens qui sont sévères, sans déséquilibre, là encore, entre les deux bras constitués, qui est quelque chose qui est important. Derniers éléments, pas de différence sur la notion de mise sous tutelle ou curatelle, qui est un élément important. On a aussi une exploration finalement des comorbidités qui pourrait y avoir à côté. C'est-à-dire que les gens qui sont schizophrènes ou qui sont bipolaires ont le droit d'avoir d'autres pathologies. Ils ont souvent d'autres pathologies psychiatriques associées. Grosso modo, enfin pas grosso modo, en pratique, là encore, on voit très bien que c'est une population qui est comorbide, c'est-à-dire qu'elle ne se balade pas uniquement avec ce diagnostic de pathologie mentale-là, et donc c'est une population, effectivement, on a inclus des populations qui étaient extrêmement sévères, et sans qu'il y ait de différence entre les deux groupes constitués, ce qui est représenté en dessous, sur l'ensemble des sites, voilà. Alors, c'est bien, on est à peu près rassuré sur deux choses. La première, on a des perdus de vue, mais encore pas trop. On n'a pas de grosse différence entre des perdus de vue et qui ne pourront pas répondre et des gens qui vont répondre. On voit qu'à T0, finalement, ou à l'inclusion, ces populations se ressemblent. Donc on se dit, maintenant, bingo, il faudrait qu'on ait des résultats dans la suite, quoi. C'est ça. Le seul problème, c'est ce qu'on en a, quoi, fondamentalement. Donc, on a bien vu tout à l'heure, en fait, que ce qui était central, et on va limiter le propos là-dessus, finalement, les questions se posent autour de la clinique, parce qu'on a besoin de rassurer des cliniciens, des médecins, des psychiatres. Ils sont chiants, les psychiatres. On voit très bien que ça impacte lourdement, en fait, sur le recours au système de soins, et finalement, qu'est-ce qui se passe en termes d'hospitalisation, de consommation, d'établissement de soins. Et on sait très bien qu'il y a deux critères qui sont majeurs et qu'on avait priorisés derrière, qui sont à la fois, puisque le projet il est double, il est d'accéder à un logement et d'avoir des soins orientés sur le rétablissement. Si les soins sont orientés sur le rétablissement, c'est que les gens se rétablissent, quoi. Sinon, au bout d'un moment, il y a un truc qui va pas, quoi. Et éminemment, au bout du compte, ce que ça devrait faire, c'est quand même changer un peu la qualité de vie de ces individus. Donc c'est les 4 indicateurs sur lesquels on va essayer de présenter des résultats. Le premier, les cliniques, qui est pas le plus passionnant pour le gros de la salle, mais enfin, et puis il y a quand même pas, j'ai pas surchargé. La première chose, premièrement, on a un indicateur, alors c'est inintéressant de savoir qu'il s'appelle le MCSI, même moi je sais même plus ce que ça veut dire, voilà, enfin grosso modo, qui va mesurer en fait du nombre de symptômes psychiatriques. Voilà, ce qu'on voit, c'est que on part dans un bras qui est le bras 1 chez soi avec un nombre de symptômes, un score moyen qui est à 21, qui évolue à 19 puis à 17, et que dans l'autre bras, ça fait 21, 21, 21. Il y a un bras, il est stable, l'autre bras, il commence à diminuer. D'accord ? Ce qui est représenté dans la figure qui est du dessous. Et il diminue plutôt dans le sens où on voudrait. Plutôt dans le sens où on voudrait. Deuxième indicateur, on va le sauter. Saute. Si. J'y reviendrai après. Non, mais c'est moi qui suis chef, donc je décide. C'est parce que le temps est compté. Deuxième indicateur, deuxième série d'indicateurs qui sont autour de l'hospitalisation, mais aussi de l'histoire du sans-abrisme. Alors là, il y a beaucoup de choses qui sont importantes. La première chose, quand on regarde, et j'ai remis les chiffres, alors ce qui nous intéresse, c'est la première ligne, tout site. Les lignes sur les sites en dessous peuvent intéresser ponctuellement certains des sites présents, mais ce qu'il faut lire, c'est la première ligne. Quand on regarde le nombre d'hospitalisations dans les 6 mois qui précèdent l'inclusion, en pratique, dans le bras 1 chez soi, il était en moyenne de 1,6, dans le bras offre habituel, il était en moyenne de 1,6. On arrive à M12, 1,5, 1,4. Alors, vous dites, c'est perdu, quoi. Bravo, c'était tout ça pour ça, c'est quand même pas une affaire. On n'est pas en train de gagner beaucoup. Sauf que, si on passe à la diapo suivante, une hospitalisation, derrière, elle débouche sur quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des hospitalisations où on rentre à l'hôpital et on en ressort, puis il y a des hospitalisations où on rentre à l'hôpital et on ne sait pas comment faire ressortir des gens. Et ils restent à l'hôpital. Donc, il y a un indicateur qui peut être probablement intéressant, qui est la durée moyenne des séjours suite à des hospitalisations. Quand on regarde à l'inclusion à M0 ce qui se passe dans le bras qui va être logé, dans l'historique, il était à 28 jours ou 29 jours en moyenne dans les 6 mois qui précédaient de consommation de jours d'hospitalisation, dans l'autre bras à 26 jours en moyenne. C'est à peu près comparable. On arrive à M12, je vous passe le M6, on arrive à 23 dans le bras qui est logé, d'accord, et de l'autre côté, on passe à 40. Donc on voit bien, en fait, que
il y a d'une part une légère diminution d'un côté, et que de l'autre côté, dans le bras offre habituel, on est dans l'histoire naturelle finalement de la vie des gens, qui continuent à aller à l'hôpital sans aucune solution, et d'une situation qui était grave, on est juste en train de passer à une situation qui est plus grave que grave. Voilà. Alors après, ce sont des résultats AM12 sur une sous-population qui a atteint ce recul-là. Il n'y a pas les gens qui sont non répondants, mais c'est une première série d'indicateurs. Le suivant, s'il te plaît, Vincent. On peut retrouver les mêmes informations en fait sur le nombre de passages aux urgences. On voit bien que sur le nombre de passages aux urgences, finalement, ça ne change pas grand-chose. On est toujours dans la même stratégie, c'est-à-dire où les gens ont été pris en charge, mais continuent à avoir recours aux soins. Mais derrière, quand on regarde derrière les urgences, il y a le nombre de nuits qui sont passées à l'hôpital. On voit directement en fait, qu'effectivement les gens continuent à recourir au système. D'ailleurs probablement pour des bonnes raisons, pas uniquement d'absence de logement, qui peut être des raisons de soins, et que derrière, en fait, ce qui se passe à M12, on passe sur un nombre de nuits moyen passé à l'hôpital dans le bras un chez soi qui est aux alentours de 9, contre un nombre de nuits moyen passé à l'hôpital qui est aux alentours de 18. Donc il y a manifestement quelque chose qui se joue dans la consommation, en tout cas des consommations de soins dans un établissement de soins. Le point suivant, Vincent. Sur ce qui est le pendant de l'hospitalisation, on pourrait dire finalement, est-ce que tout ça est cohérent par rapport à ce qui peut se passer sur l'histoire du logement, c'est-à-dire est-ce que l'un compense l'autre? On avait dit tout à l'heure le nombre de nuits qui sont passées dans la rue dans les 6 derniers mois, lorsque les gens débutent le projet, il était de 54 nuits contre 50 nuits en moyenne, d'accord? Au bout de AM12, dans le bras un chez soi, le nombre de nuits passées dans la rue dans les 6 derniers mois, il est de 2 nuits, en moyenne, contre 22 nuits dans l'autre bras. D'accord? Alors, la différence existe, elle est réelle, ça c'est sûr. On voit aussi qu'elle diminue dans le bras offre habituel, ce qui veut dire qu'il y a des dispositifs qui existent aussi, ce qu'on ne peut pas nier. On ne peut pas faire comme si rien n'existait. Le différentiel, il est assez parlant. Voilà. Le suivant, merci. C'est la même illustration visuelle, comme il y a peu de temps. Suivant. Dernière information très plus visuelle qui est en fait qui reprend en fait en partie des informations qu'a présentées Pascal mais à M24, donc qui sont sur une projection en fait de ce qui se passe entre le M0 et le M12. Donc à M0, des gens qui ont des logements personnels et qui ne vont pas être randomisés dans le bras un chez soi. Il y en a très peu. Quand on arrive à M12, effectivement, il y a des gens qui sont logés, ce qui est logique, c'est les dispositifs. Il y a quand même des dispositifs qui existent. Il y a des gens qui accèdent à du logement. Il y avait des gens qui étaient dans la rue. Il y en a toujours un peu moins. D'accord ? Le reste, on s'en fout. La suivante. La diapo, elle parle d'emblée toute seule. C'est-à-dire que, grosso modo, la proportion de gens qui avaient un logement personnel au tout début, elle est extrêmement faible. Dans le bras, un chez soi. Un M12, grosso modo, l'ensemble a un logement personnel. Il reste quelques gens dans la rue. Il y a l'effet notamment des gens qui ne sont pas logés. Quand on parlait tout à l'heure de gens qui n'étaient pas logés au-delà du 6e mois, il y a des gens qui en sont à plus de 500, qui atteignent 500 jours pour être logés quand même. Hein. Donc on n'est pas, ils sont randomisés dans le bras un chez soi, mais je suis pas sûr qu'ils bénéficient de l'intervention un chez soi quand même. Le suivant. Et enfin, dans les derniers indicateurs qui sont complémentaires, on peut dire parallèlement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que parallèlement, ils ne seraient pas dans les prisons? On a vu qu'au début, il y avait une petite différence entre les deux groupes, on ne sait pas d'ailleurs très bien pourquoi. Il n'y a pas l'air de se passer grand-chose à M12. Et sur les violences subies, de la même façon, on voit qu'il y a des choses qui évoluent au fur et à mesure, mais qui sont quand même pas d'une grande stabilité. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse dire fondamentalement que les violences ressenties dans le bras un chez soi soient moindres finalement que dans l'autre bras à ce stade-là au bout de 12 mois. Le point suivant, qui est le 3e indicateur, et qui était un indicateur qui était important, qui était celui autour du rétablissement. Donc le rétablissement, il se trouve que dans le projet, on a une échelle, enfin un questionnaire qui mesure du rétablissement, voilà, qui est un questionnaire qui va mesurer des dimensions qui sont différentes et surtout qui va produire un score unique, d'accord ? J'ai remis en fait en haut
les niveaux de réponse pour chacune des dimensions en fait du rétablissement qui étaient mesurés à M0 et fondamentalement qui montrent que ces niveaux de rétablissement à M0 ils sont du même ordre dans les deux bras. Voilà. Et puis quand on regarde à M12 ce qui se passe, on voit très bien que ce qui est le rétablissement dans la confiance en soi, c'est 68 contre 62, la motivation à demander de l'aide, c'est 64 contre 60, etc., 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 dans un certain nombre de dimensions, donc qui semblent et qui sont toujours en faveur dans la tendance plutôt pour le bras chez soi, ce qui est traduit en fait sur la diapo suivante sur l'indicateur synthétique qui est le score global de rétablissement. Et on voit très bien qu'à M0, ces deux groupes sont totalement comparables et que dès M6, il y a un bénéfice qui semble être marqué en faveur du bras 1 chez soi versus offre habituelle et qui semble se maintenir à M12. Parce que la vraie question est quelle est la permanence de l'effet aussi. Donc sur le rétablissement, il semblerait que, donc on voit bien qu'on a des éléments cliniques, on va dire que c'est neutre. On a des éléments autour de l'hospitalisation, qui est notamment sur des durées d'hospitalisation qui vont plutôt dans le sens de ce qui pourrait être attendu. Sur un critère qui est fort, qui est celui du rétablissement, ça semble aller dans le sens attendu. Le seul problème, c'est qu'on dit qu'il y a aussi un autre critère qui serait la qualité de vie. Donc si on passe à la qualité de vie, qui est le dernier, il y a dans le projet, là aussi, un questionnaire qui permet de mesurer en fait la qualité de vie des individus. Voilà. De la même façon, elle a été mesurée à M0, à l'inclusion, elle a été mesurée à M6, elle a ici aussi été mesurée à M12, voilà. Cet indicateur, en fait, va produire un score qui va varier de 0 à 100. 0, c'est ce qu'il y a de pire, 100, c'est soi-disant la vie est belle. Voilà, ça va de 0 à 100. Et quand on regarde en fait ce score global de qualité de vie, on voit très bien qu'à M0 les deux groupes sont comparables, qu'à M6 il y a un différentiel de plus de 5 points qui est en faveur du groupe 1 chez soi et que ce différentiel semble se maintenir en fait à M12 toujours en faveur du groupe 1 chez soi. En dessous les résultats on s'en fout, c'est pour les sites pour qu'ils soient rassurés. Voilà. La deuxième information sur le même indicateur, j'ai mis en haut ce qu'il ne faut absolument pas lire. On a vu que cet indicateur, en fait, mesurait, donnait à la fois un score global, mais aussi des informations en termes de qualité de vie dans différentes dimensions, sur le bien-être psychologique, l'estime de soi, les relations avec la famille, les amis, etc., etc. En haut, en fait, le tableau témoigne juste, en fait, que les deux groupes sur ces différentes dimensions sont comparables à l'inclusion. Et en bas, on voit très bien que cet indicateur, dont le score global semblait évoluer favorablement, plutôt en faveur du groupe 1 chez soi, on va le retrouver parallèlement pour certaines dimensions qui vont être rapidement impactées dans les relations avec la famille, dans le bien-être physique, dans l'autonomie. C'est des résultats qu'on voit à M12, mais on a exactement les mêmes résultats précoces dès M6. La diapo suivante saute là, on s'en fout. C'est pour respecter les temps. La dernière diapositive sur laquelle je veux insister, l'état d'avancement, bien évidemment, on l'a rappelé préalablement, on comprend très bien que la dernière inclusion date de avril 2013, donc comme le suivi est de 24 mois, ça veut donc dire qu'on aura la totalité des gens suivis pendant 24 mois en avril 2016, donc pour des résultats totalement disponibles et stabilisés pour l'automne 2016, voilà. La deuxième chose que je voulais dire, qui est attendue et entendue, c'est de remercier, je n'ai pas insisté sur c'est des projets qui sont compliqués à mettre en œuvre, voilà. Je tenais à remercier particulièrement les financeurs parce que c'est des projets qui coûtent cher. Voilà, il y a un financeur qui a initié le financement de la recherche qui est la DGS, la DGOS par le biais de crédits de recherche sur appel d'offres a financé, la Fondation de France nous a aidés, l'industrie pharmaceutique, en l'occurrence Janssen, nous a aidés sans aucune espèce de contrepartie. Et le Conseil général des Bouches-du-Rhône. Donc, je vais remercier les financeurs. Je veux remercier aussi
la DIAL, qui nous a fait confiance. Je sais que les rapports sont parfois compliqués, qu'il n'est pas toujours très bien compris que les résultats n'arrivent pas dans les termes qui sont voulus. Je vais vous donner, j'ai illustré dans 2 minutes ça, et remercier aussi le conseil scientifique qui a été mis en place un peu à distance de la mise en place du projet et qui finalement est mis devant le fait accompli. J'insiste particulièrement sur le fait que ce sont des résultats qui sont des résultats AM12 et non pas des résultats AM24, dont on n'a pas la conviction que ces résultats soient stabilisés à AM24, que ce ne sont que des résultats qui soient provisoires. J'insiste aussi sur la nécessité d'aller au terme de l'expérimentation. J'aurais pu, puisque je les connais les résultats, périodiquement sortir des résultats dès l'année 2012, ils auraient très probablement montré les résultats exactement inverses. Voilà. Donc il y a un temps pour tout. Voilà. Je pense que c'est très bien de les présenter des résultats intermédiaires. Voilà. Je veux remercier en dernier particulièrement l'équipe de recherche à laquelle j'appartiens, parce que je les ai pas aidés parallèlement parce que j'ai fait ça. Mes 2 coordinateurs, Vincent et Christian. Et je veux remercier particulièrement, pour vous c'est pas apparent, mais les enquêteurs dans les sites. Parce que c'est un travail de fourmi d'aller poursuivre des gens dans la rue, dans leur logement, et c'est quelque chose qui est très compliqué, qui est très mal payé, sur des statuts sur lesquels ils ne sont absolument pas sécurisés. Voilà. Merci.